c'est indispensable de déléguer. Et c'est comme ça que j'ai construit tous les métiers. Employé, manager, directeur, superviseur, tout ce que je fais au quotidien, quelqu'un d'autre doit pouvoir l'opérer à ma place. Bonjour à tous et bienvenue sur The Brain. Aujourd'hui, on est à Montpellier dans un restaurant qui est au top. Il est super bien décoré, on mange très bien, on a mangé tout à l'heure à midi. On reçoit quelqu'un qui a cofondé une chaîne de restauration, une franchise qui va sûrement marcher du tonnerre dans les années à venir. On reçoit aujourd'hui chez The Brain Charles Couturier. Charles, comment tu vas? Je suis enchanté. Et merci de nous recevoir aujourd'hui. On est dans ton resto de Montpellier. Exact. Aujourd'hui, si je ne me trompe pas, vous avez déjà 3 restos. Ils sont où? Exactement, 2 à Montpellier et 1 à Bordeaux. Ok, et le but, c'est, je pense, de s'étendre au maximum dans les prochaines années. Exactement, c'est d'aller en franchise partout en France. Bon, on va revenir un petit peu sur ton parcours. Pourquoi tu as décidé de fonder Jiraya? On rappelle, mais c'est un concept super novateur. Vous faites de la nourriture fast-food grec, frites fraîches, pita. Les gyros, je crois que ça s'appelle. Exactement. Ouais, c'est exactement. ça. Tu nous expliqueras un petit peu pourquoi ça s'appelle comme ça, d'où est venue l'idée. On fera également 2-3 petits jeux. Je vous encourage aussi à activer la cloche, nous suivre sur les réseaux sociaux. Allez suivre Jiraya sur les réseaux sociaux. Je crois que c'est Jiraya ou Jiraya, on dit Jiraya. Jiraya. Et puis Charles qui fait pas mal de contenu aussi éducatif sur la franchise et tout ce qui s'y passe sur son compte Charles CTR, il me semble. Exactement. Donc on les mettra, vous pourrez les retrouver sur la vidéo, mais je pense que vous allez adorer cet entretien avec Charles. Dans notre concept, on vous parle souvent de notre partenaire Giftasso. Mais concrètement, Giftasso, c'est quoi? Giftasso, c'est des cartes virtuelles et physiques que vous pouvez recevoir chez vous à l'effigie de célébrités. On voit par exemple ici Jean-Charles Skarbowski, on voit également Kevin Séraphin qui est passé dans le podcast. Si vous achetez ces cartes, vous recevez un cadeau exclusif de la part de la célébrité. Vous recevez également une carte en physique et une carte en numérique. De plus, vous participez à une bonne cause choisie par la célébrité. On a des associations comme Magie à l'hôpital, Aprol et bien d'autres qui sont défendues par Giftasso et à qui bénéficie l'argent de la vente des cartes. Donc merci encore une fois à tous d'acheter ces cartes. C'est pour la bonne cause. On vous remercie beaucoup. Bon, on va commencer Charles. Carrément. La première chose, c'est j'aimerais bien savoir d'où vient l'idée de créer Jiraya, quel est ton parcours et d'où tu viens en fait. Comment ça vient, cette création de futur empire et qu'est-ce que tu as fait pour en arriver là? Donc d'où je viens, comment j'ai eu l'idée, c'est une bonne question. Donc 32 ans, moi je viens d'un petit village à côté de Montpellier, Clermont-Lérault. De base, je suis ingénieur de formation, ingénieur des mines. Rien à voir avec la restauration, mais très vite je voulais être mon propre patron et moi j'avais toujours un attrait pour le business physique. Pourquoi? Parce que y a plein d'intérêts, mais l'un des intérêts c'est que c'est souvent humain. Le contact de clients, d'équipe, tu es vraiment impliqué dans la vie économique de ta ville. Donc à la base, je voulais avoir mon supermarché. Donc je suis allé direct après les études chez Auchan, manager de rayon, pour évoluer ensuite chez Carrefour en tant que directeur d'hypermarché. Donc je suis allé dans un programme accéléré pour être directeur d'hypermarché. Et donc une fois arrivé directeur, en fait j'étais cadre dirigeant, mais aussi cadre dirigé, tu n'étais pas vraiment ton propre patron. J'ai voulu lancer mon propre business. Et en fait, je voyais que la restauration rapide, c'était un secteur d'activité en pleine évolution. Donc il y avait des très belles histoires qui étaient en train de s'écrire. On peut penser à Pokawa qui a ouvert 120 restaurants en 7 ans, c'est colossal. Pitaya qui a commencé en 2014, maintenant qui montait jusqu'à 150 restaurants. Otakos, pareil, plus de 100 implantations et ça s'est créé après 2015. Oui, il y a de très belles histoires dans le secteur de la restauration rapide, des franchises, etc. C'est vrai qu'on pourra en citer tout à l'heure lors du jeu, mais effectivement, il y a vraiment pas mal de belles histoires, quoi. Exactement, et c'est maintenant que ça s'écrivait. Et donc on s'était dit, bon, toutes ces enseignes, elles ont toutes en commun un certain nombre de critères, et la cuisine de Grèce, elle remplissait ces critères. Et donc c'est comme ça qu'on a eu l'idée. Avec Tom, mon associé, en fait, son oncle avait un food truck grec. Et donc on a goûté le produit comme ça, on est allé ensuite en Grèce, et on est tombé amoureux du produit, on a testé, et puis on a ouvert notre premier magasin. Ouais, parce qu'au final, moi je suis allé en Grèce assez récemment. Ça ressemble vraiment à ce qu'on peut manger sur place. Au final, vous vous fournissez sur des producteurs français ou alors vous allez chercher directement en Grèce? Comment ça se passe à ce niveau-là? Ouais, c'est normal que tu retrouves les saveurs parce qu'en fait, la plupart des produits, ils viennent directement de Grèce. D'accord. En fait, tout ce qui doit être grec est grec. Hein. Le pain pita, les sauces, les fromages, les pâtisseries, ça vient de Grèce directement. Donc tu retrouves les saveurs que tu as directement là-bas. J'avais une petite question et je pense qu'il y a pas mal d'auditeurs à nous qui vont se poser la question.
Le resto, il s'appelle Jiraiya. Je pense que c'est un jeu de mots avec Gyros. Exact. Mais est-ce qu'il y a un rapport avec le manga Naruto? On t'a déjà posé la question? On me pose souvent la question. On n'a pas fait exprès. Je crois qu'en plus, le personnage n'est pas terrible dans la série. Je regarde pas. Jiraiya, bah, il est marrant, on va dire. On va dire ça comme ça. On m'a dit que c'était pas une très bonne ref, mais un peu border, ouais. Ouais, c'est ça, un peu border. Non, nous, c'est la contraction de Gyros et Yaya. Et pour l'anecdote, c'est assez rigolo parce qu'en fait, le nom, on l'a trouvé vraiment par hasard. Ok. Bah, ça, c'est exclusif, ce que je te dis. Ouais. Ça, c'est pas dit à tout le monde. On a fait un jeu concours à nos clients. On a dit trouver la signification du mot Jiraiya, sachant que nous-mêmes, on n'avait pas la réponse. Ouais, ok, le piège. On s'est dit, bon, on va voir s'ils ont des meilleures idées que nous. Et il y a beaucoup de gens qui nous ont dit, c'est Gyros et Yaya, c'est la mamie, donc j'imagine que c'est le Gyros de la mamie. On dit oui, exactement, c'est gagné ça. Très bonne idée. Merci, vous aurez peut-être un pourcentage de notre chiffre d'affaires. Donc on avait trouvé le nom, mais il nous a trouvé la signification et maintenant effectivement ça colle exactement à ce que nous on fait, quoi. Ouais, parce que même ton logo, je sais pas si on te l'a déjà dit, mais ton logo ressemble un petit peu justement au logo dans le manga. Donc en pas fait, ouais, c'est vraiment pas fait exprès. Ok, c'est ouf, la coïncidence, elle est ouf. Clairement. Donc au niveau de, vous avez ouvert il y a 3 ans le premier restaurant, il me semble. Ouais, c'est ça, 2 ans et demi. Ouais, 2 ans et demi. Et aujourd'hui, il y a quand même déjà 3 restaurants. On a dit que l'idée, c'était quand même de s'étendre. Est-ce que tu as une prochaine ville à annoncer déjà, d'ores et déjà, ou tu sais pas? Il y a une recherche? Oui, alors il y a beaucoup de recherches engagées dans beaucoup de villes, hein. Mais la réalité, c'est que le 4e est signé, le financement est trouvé, donc il va ouvrir dans les mois qui arrivent, probablement août 2025. Et ça, c'est à Mérignac, en fait, c'est à côté de Bordeaux. Donc c'est notre franchisé de Bordeaux qui ouvre son 2e, même pas un an après. D'accord. Et après, il y a 5 autres villes qui ont été signées, et là, c'est des recherches de locaux. Donc ça, c'est une variable inconnue. Donc pour ça, on n'a pas de date à annoncer, mais sinon, on est à peu près sûr que les 10 restaurants arriveront 2026, au courant 2027. Oui, donc en gros, on va se rapprocher des 10 assez prochainement, quoi. Exactement. Là, l'idée, c'est aussi de revenir sur la partie entrepreneuriat. Aujourd'hui, tu te dis, je vais quitter mon boulot, je vais lancer une franchise. Vous êtes 2, il me semble, hein. Exact. Il y a un cofondateur. Voilà. Exact. Tu te lances dans une aventure qui est certes sûrement belle, mais qui peut être aussi très risquée, que ce soit financièrement, au niveau de ton équilibre vie perso. Donc, comment tu te dis et comment tu prends ton courage pour aller lancer une franchise alors que tu as une situation qui est bonne au final? C'est une bonne question. Il y a plein d'éléments en fait. Bon, déjà, il y a le fait de vouloir être son propre patron. Mais ça, c'est valable pour celui qui veut être franchisé, franchiseur ou créer une start-up. Si tu as envie de le faire, tu as cette volonté de liberté, cette volonté de ne pas avoir de plafond de verre, etc. Moi, je savais que je voulais être patron pour être impliqué, pour pas avoir de limites, etc. Ensuite, pourquoi créer sa propre franchise et pas être franchisé? Ça, c'est une autre très bonne question. Ça, on découvre la réponse. Et comment on passe à l'action? Il y a tout un tas d'étoiles qui doivent être alignées, de planètes qui doivent être alignées. Et nous, on a eu la chance, donc avec Tom, déjà de 2 amis, d'avoir la même ambition folle. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu rencontres un collègue avec qui tu dis tu as 0 magasin, mais tu dis bon, on va le montrer à 30, 40 magasins, déjà, c'est le seul qui ne te trouve pas fou parce qu'il est d'accord avec toi. Ouais, c'est ça. Et ensuite, on était d'accord sur le produit, on était d'accord sur à peu près toutes les décisions de démarrage. Donc ça nous a bien aidé. Simultanément, on a un ami qui nous a aidé sur la communication. Ce sur quoi de base, nous, on est mauvais. Hein. Moi, de base, je savais rien faire. Les ingénieurs, en général, la com, c'est pas leur truc. C'était 0. Hein. Bon, maintenant, c'est moi qui gère ma page. Donc c'est moi qui ai appris. J'ai appris. T'as bien appris. Ouais. Mais bon, de base, on était niveau 0. Et ensuite, on a travaillé dans une start-up qui est passée de 0 à 30 salariés en l'espace de quelques mois. De 0 à 100 millions de valorisation par an en l'espace d'un an. Et si tu veux, quand tu es au contact du fondateur tous les jours, à manger avec lui. Et que C'était quel Brix.co. Brix. Oui, ah oui, ok. Qu'on connaît, on les salue d'ailleurs. Ouais, exactement, ouais. C'est une très belle start-up qui a explosé. Donc quand tu contactes de Cédric O'Neill, qui est un super fondateur archi inspirant, naturellement ça t'inspire. Ouais, on rappelle un petit peu le concept, mais Brix, effectivement, vous pouvez investir dans des parties de biens immobiliers et ça vous permet d'obtenir des pourcentages sur des revenus locatifs. Hein, exactement, c'est dans ce sens-là. Ouais. À partir de 10 €, tu achètes une fraction qui correspond à l'immeuble et tu auras les loyers qui correspondent à ta fraction que tu auras de l'immeuble. Ouais, mais c'est à partir de 10 €, donc ça permet aux gens. Toutes ces étoiles alignées ont fait qu'un beau matin, vraiment c'est un déclic. Hein. C'est le 1er février 2022. On s'est dit, vas-y, let's go. Et à partir de là, on a fait toute une série d'actions qui nous ont menés au premier magasin. Et ton cofondateur, Tom, c'est ça? Tu le rencontres comment? Tom, on a grandi ensemble dans le même village. Ok, donc c'est vraiment une histoire d'amitié. Oui, c'est ça. On a joué en handball ensemble. Enfin, on se connaît depuis tout petit. On reçoit beaucoup d'invités et les points communs qu'il y a très souvent, c'est qu'il y a des sacrifices à faire. Si on veut arriver au sommet, on y reviendra tout à l'heure pour connaître un petit peu toi tes objectifs. Qu'est-ce qui te challenge dans la vie? Quel sacrifice tu as dû faire
pour en arriver là? Et quel sacrifice tu fais encore? Tu vois, au niveau salaire, au niveau vie perso, on en parlait tout à l'heure, mais quels sont ces sacrifices-là si on doit parler clairement? Tu as tout type de sacrifices. Tu as des sacrifices visibles et invisibles. Les sacrifices visibles, c'est tout ce que tu vois toi et que tu vas ressentir, c'est-à-dire toutes les fois où tu as refusé de sortir parce qu'on te l'a proposé, toutes les fois où tu as refusé de dépenser pour économiser, où tu as refusé pour travailler. Et après, tu as tous les invisibles que tu vois pas, mais qui te coûtent sur le long terme. Bien sûr. Donc, avant de lancer ton projet, naturellement, tu dois capitaliser. Donc ça, c'est ne pas dépenser. Moi, en fait, depuis toujours, j'ai toujours capitalisé plus de 50%, voire plus de mon salaire. Et donc, quand je gagnais des grosses sommes en tant que directeur d'hypermarché, c'était 1500, 2000 euros par mois minima que je mettais que tu mettais de côté. Ouais. Exactement. Et donc, tout ça, c'est des sacrifices. Et après, ceux qui, selon moi, sont les plus délicats à aborder, c'est les invisibles. En fait, quand tu travailles beaucoup, tu enchaînes les projets. Donc, nous, c'est des ouvertures, de la franchise. Là, je me suis lancé le défi de faire une vidéo par jour jusqu'à 10 restaurants. Ça, c'est une nouvelle charge de travail, charge mentale. Je fais du sport aussi. Donc, en fait, tu as moins de temps pour tes amis, ta famille, etc. Et ça, c'est peut-être le sacrifice le plus dur, allouer son temps au travail, au détriment parfois un peu de ses relations. Justement, on l'a pas abordé. Niveau famille, est-ce que tu as des enfants? Est-ce que tu as une femme? Non, je suis célibataire, ça fait partie un peu. Ouais. Tu vois, je me suis séparé. Bon, on va pas dire que c'est à cause du travail, mais j'imagine que le fait quand même d'être 100% focus sur son entreprise, ça aide pas dans son couple. On voudrait revenir aussi avec toi pour que les gens soient totalement au courant, parce qu'on sait que tu es quelqu'un d'assez transparent sur tes différents réseaux sociaux, etc. Tu abordes souvent ces thèmes-là. Au niveau des chiffres de la franchise Jiraya, pour que les gens comprennent bien déjà ce qu'est une franchise, on y reviendra aussi, mais les chiffres, aujourd'hui, si moi je veux ouvrir un restaurant Jiraya ou si quelqu'un qui regarde la vidéo veut ouvrir un restaurant Jiraya, combien ça lui coûte concrètement? Combien ça lui coûte? C'est une bonne question. Il y a combien le magasin va coûter au global et combien lui va devoir mettre dans sa poche? Un magasin Jiraya hors droit au bail pour 100 mètres carrés, c'est 300 000 euros. Donc ensuite, il faut rajouter le droit au bail ou le fonds de commerce. Pour des emplacements premium, tu n'as rien en dessous de 150 000 euros de fonds de commerce. Donc à minima, ça va être des projets à 450, parfois 500, et tu peux monter à 600, 700 000. Sachant que la banque, elle te demande un apport de 30%, donc c'est 30% de 500 000, ça va être Bien sûr. un peu plus de, plus de 5 000 euros. Et nous, on a à peu près tous les types de projets. Donc il faut venir avec environ... Moi, je dis à partir de 80 000 euros pour pas décourager, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont 80 000 et encore, c'est déjà très bien. Hein, parce qu'on peut. C'est déjà énorme. C'est énorme, 80 000, bien sûr. 80 000 euros. Mais c'est énorme. Mais tu vas voir, en fait, quand tu te lances, le retour sur investissement est super rapide. C'était ma prochaine question. Donc en fait, parfois, on se dit ouais, mais c'est risqué, mais le risque, il dure pas super longtemps, en fait. 30% du projet global, donc ça représente 80 000 euros à minima que tu peux compléter avec de la love money ou des réseaux d'entrepreneurs. Donc voilà. Voilà à peu près combien ça coûte. Mais c'est assez standard dans la restauration rapide. Un projet en dessous de 100 000 euros, ça ne sera pas super. Et donc j'ai mis mes 300, 400, 500 000 euros avec un crédit bien évidemment. Combien de temps je mets à être rentable? Concrètement, combien d'années je mets, avec ce que vous calculez hein, j'imagine, pour avoir un retour sur mon investissement de base? Alors déjà pour être rentable, c'est jour 1, donc c'est des business où tu dois être rentable. Donc ta rentabilité, elle doit être dès le premier mois. Tu payes tes loyers, tu payes toutes tes charges fixes, donc tu te dois d'être rentable. Mais l'avantage de la restauration rapide, c'est que c'est des business à cash flow, c'est-à-dire que tu as une marge brute qui est assez confortable. On est de l'ordre de 72 à 73%, un petit peu plus. Et ensuite, tu as toutes tes charges fixes et variables. Et donc le retour sur investissement sur l'apport, hors dette, donc sur ce que tu as mis de ta poche, nous ce qu'on observe, c'est que c'est entre 6 mois et 1 an. Donc en fait, tu vas mettre toute ta vie, ou parfois plusieurs années, ou ta première partie de ta vie à mettre 100, 125 000 euros, parfois un peu plus, de côté. Et en fait, en l'espace de... Nous, à Bordeaux, ça a été 6 mois. On a mis 125 000 euros et en fait, en 6 mois, on les a gagnés net après impôts, après avoir tout payé. Ouais, tu les récupères. Tu récupères net. Théo, il a mis toute sa vie à mettre ça de côté, on a demandé à sa famille, etc. Et 6 mois après, il récupère et au bout de 6 mois, il double et puis il peut ouvrir son autre magasin. Donc la réalité, c'est voilà, 6 mois à 1 an. Et pour les mauvaises performances, ce qui est le cas sur ce petit magasin, alors c'est pas catastrophique, mais lui, on sera sur un retour sur investissement à 1 an et demi. D'accord. Oui, mais quand même, ça va assez rapide. C'est assez rapide. On n'a pas trop le temps de stresser, quoi. On n'a pas trop le temps de stresser. Et après, pour peu que tu t'en tires bien, nous, par exemple ici, on a pu acheter les locaux commerciaux, les murs. Donc on est notre propre propriétaire aussi des murs, donc on paye un loyer à nous-mêmes. Donc l'investissement est très bon. Mais dans tous les cas, voilà, c'est quand même des temporalités quand même assez réduites au regard de ce qu'on imagine. On ne l'a pas expliqué et j'aimerais vraiment qu'on rentre dans le détail parce qu'on le voit souvent à la télé, on le voit souvent sur les réseaux, etc. On parle de franchise.
Mais aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Est-ce que c'est juste ouvrir des restaurants un petit peu partout? Mais j'imagine qu'il y a d'autres choses derrière. Qu'est-ce que c'est que d'être franchisé, par exemple, Jiraya? Alors la franchise au global, déjà, c'est un système où tu achètes la duplicabilité d'un modèle de réussite. Mais c'est pas valable qu'en restauration. C'est valable en fait dans tout. Dans la distribution, alimentaire, non alimentaire, dans l'industrie. Tous les gros, en fait, on les connaît. Même Coca-Cola, c'est un master franchise à l'échelle européenne. Par exemple, tu as un master franchisé qui va gérer toutes les industries, toute la distribution, etc. Et c'est pareil en grande distribution, avec les Carrefour, master franchise dans d'autres pays. Et nous, en restauration, en fait, tu achètes un modèle de réussite. Ouais. Le modèle de réussite, il passe par plusieurs piliers après. C'est les processus en interne, l'image de marque, le sourcing des produits, le niveau de marge, etc. Ouais, si on doit faire concret pour des gens qui seraient vraiment pas dans le domaine, on est vraiment sur limite une recette que tu donnes. Et évidemment, elle va être plus ou moins respectée au fil du temps. Et bien évidemment que si elle est plus respectée, on va être plus performant, et moins respecté, moins performant. J'imagine que c'est ça. Avec plusieurs critères, quoi. Pour simplifier un petit peu ton propos, même si tu l'as très bien expliqué, mais c'est pour qu'on comprenne bien. Et c'est grâce à ça que tu viens, t'ouvres. Et le premier jour, tu as accès à toutes les fiches recettes, tous les produits, le niveau de marge qui va avec, les temps d'attente, les temps de préparation, etc. Voilà, tu as tout, quoi. Oui, j'ai vu tout à l'heure que tu as demandé sûrement ton manager combien de temps d'attente moyen il y avait eu sur le temps du midi, là, sur le service du midi. Ça, c'est quelque chose un critère important, par exemple? Ah oui, c'est primordial. C'est de la restauration rapide, donc c'est indispensable de livrer le client dans les 10 minutes. Après sa commande. L'un des irritants et l'une des raisons qui fait que la restauration rapide gagne des parts de marché sur la traditionnelle, c'est le temps d'attente. Bien sûr. Tu as plein d'irritants traditionnels, c'est tu t'assois, on t'attend avant qu'on te prenne la commande, puis ensuite t'attends avant d'avoir l'entrée, puis tu rattends avant le plat, puis tu rattends à la fin pour payer. Alors que nous, tu viens, tu commandes, tu payes, puis à ce moment-là, tu as un temps d'attente et ça doit être le plus court possible. Dans la franchise, donc, vous donnez plusieurs éléments à votre franchisé pour qu'il réussisse. En gros, c'est ça. Il y a un de ces éléments qu'on a évoqué un petit peu tout à l'heure hors caméra, c'est la partie humaine. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la gestion humaine, elle peut être compliquée. À quel point ça l'est? Parce que toi, tu es en plein dedans. J'ai vu que tu allais un petit peu sur tous tes restos, que tu essayais de manager un petit peu tout ça. Tu fais aussi des vidéos recrutement sur tes réseaux sociaux. À quel point c'est dur de recruter et de maintenir de la qualité dans son point de vente? C'est le défi numéro 1. C'est le défi numéro 1 de bien recruter, faire en sorte que ces équipes elles véhiculent l'image que tu as envie de véhiculer. C'est directement lié à la difficulté que tu vas mettre des processus en magasin. Plus tu vas mettre du savoir-faire, plus tu vas mettre des processus compliqués, plus ça va être difficile de recruter nécessairement. Nous, on a pris le parti pris de faire des processus simples. Donc pas pour enlever le savoir-faire, mais surtout pour faire en sorte que les jeunes ils se projettent facilement avec nous. C'est-à-dire que la plupart des jeunes qui ont entre 18 et 20 ans qui viennent chez nous, en fait, en l'espace de quelques heures jour, ils vont maîtriser une grande partie du métier. Donc eux, ça leur enlève ce poids du stress, de la pression. Tu viens plus à 2 jours, tu es assez relax, tu sais maîtriser. Effectivement, l'humain est central. Nous, on a mis en place des processus simples, accessibles pour proposer des évolutions rapides. On a des histoires, on y reviendra après dessus. Ouais. On a des belles histoires d'évolution. Et moi, l'humain, je dis souvent, en fait, c'est ce qui coûte et ce qui rapporte. En fait, c'est ce qui me coûte de l'énergie au quotidien parce que il faut être à l'écoute, il faut régler les problématiques. Mais en même temps, quand c'est des bons recrutements, qu'il y a des bonnes évolutions, c'est ce qui va te rapporter. Exactement. Et donc, quand tu as une structure qui vit sans toi, c'est juste impressionnant. Enfin, franchement, c'est un pur plaisir. Moi, quand je vais dans mes magasins et que toutes les équipes, elles ont le sourire et qu'elles travaillent, je suis heureux. Et puis surtout, je suis heureux pour les clients, quoi, parce que derrière, ça délivre. Et tu arrives justement à lâcher un petit peu de lest sur le côté où je laisse mon magasin tourner tout seul et j'interviens pas. Est-ce que c'est pas dur quand c'est son bébé? Ça dépend de ta perspective. Moi, ça n'a pas été dur pour moi. Okay. Mais je peux comprendre que pour d'autres, ça le soit. Mais en réalité, c'est indispensable de déléguer. Si tu délègues pas, tu resteras prisonnier de l'étape où tu délègues plus. Moi, puis tu peux pas franchiser à grande échelle. Ouais, puisque... Exactement. En fait, tous les métiers... dans la construction, moi, des processus que j'ai fait ou des métiers que j'ai fait, je les ai tous faits avec une maxime super simple. C'est-à-dire que tout ce que je fais au quotidien, ça doit être quelqu'un d'autre doit pouvoir l'opérer à ma place. Donc je dois pouvoir recruter quelqu'un qui va faire ce que je fais. Donc je ne dois pas faire des tâches super complexes. Il faut que ça soit facile. Et c'est comme ça que j'ai construit tous les métiers. Employé, manager, directeur, superviseur. Et même maintenant, les métiers de la tête de réseau, développeur, franchiseur, animateur, ça sera le même raisonnement. C'est-à-dire que tous les métiers que je construis, ils doivent être duplicables. Ouais. Exactement. Et c'est des jobs très souvent dans la restauration rapide, on le sait,
puisqu'il y a beaucoup de jeunes étudiants, etc., qui vont aller travailler dans les enseignes de restauration rapide. J'imagine que c'est un peu le cas pour vous, mais on peut le voir au McDo, etc. C'est souvent des jeunes qui y travaillent. Est-ce que vous offrez aussi, est-ce que c'est dans l'idée de la franchise d'offrir une perspective d'avenir à des gens qui vont venir travailler chez vous, ou c'est juste du transitoire? Mais j'imagine que l'objectif, c'est quand même de garder le plus longtemps possible parce que vous gagnez du temps au final. Ouais, clairement. C'est ce que j'essaye de dire aux jeunes. On sous-estime totalement l'intérêt de travailler en restauration rapide. Pour la grande majorité, c'est qu'un métier de l'été, c'est qu'un métier temporaire où c'est bon, c'est par défaut, j'ai pas trouvé d'alternance, je vais là-bas. Mais la réalité, c'est que c'est un espace où c'est un secteur d'activité où il y a une tonne d'opportunités, quoi. C'est abusé. Nous, on a plein d'histoires. En fait, la plupart de nos histoires, de nos managers et de directeurs, ils sont issus de l'évolution professionnelle, de l'évolution interne. Alexis, par exemple, Alexis, je fais des vidéos avec lui. Et là, Alexis, ça a bien avancé son local. Il a commencé en alternance. Il n'a pas été en cours. C'est pas bien ça. Faut aller à l'école. Il n'a pas été assez en classe. Il s'est fait virer du BTS à la fin de sa première année. Nous, on le prend en tant que manager. Super profil pendant 2 ans. On lui dit, écoute, t'as pas d'argent, t'as 15 000 euros, ça sera pas suffisant. Mais nous, on les met, on va mettre 100 000 euros pour lui. Et on s'associe, on va proposer un deal. Il a 33% départ. Nous 66, en fait 33, moi 33 et Tom 33, pour que ça soit le plus équitable. Exactement. Et nous on met 100 000 euros et lui met 0. Donc lui il est associé dans le magasin et ça c'est valable parce qu'il était avec nous et qu'il a évolué avec nous. Ouais. Et la directrice à Bordeaux c'est la même chose, elle était étudiante et elle a fait quoi? Elle a aimé l'enseigne et tous les managers à Bordeaux ils ont commencé à employer et il y en a la moitié qui étaient étudiants et qui ont arrêté leurs études pour être avec nous et pour reproduire ça. Pour se dire bon mais en fait c'est pas qu'un job d'été, c'est un truc où si je travaille, je peux évoluer et je peux être patron assez tôt parce que c'est des métiers, qu'on le veuille ou non, c'est des grosses sommes, 100 000, ça reste des grosses sommes, mais ça reste accessible pour être son propre patron et quand tu vois que le retour sur investissement c'est à 1 an et demi, en fait en quelques années tu te sécurises quand même des sommes que qu'en tant que salarié tu aurais mis beaucoup plus longtemps. Et puis si tu es capable juste un moment toi avec ton associé de mettre de l'argent au bout pour des salariés que vous avez, c'est aussi que tu es conscient je pense de l'apport humain que ces gens-là vous apportent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu mets au bout, c'est que tu sais que l'importance de cette personne-là, quand elle va ouvrir son restaurant, ça va marcher, donc ça vous rapporte à vous également. Clairement, ah oui, on fait pas ça par charité. Ouais, on sait que lui, c'est du gagnant-gagnant. Le principe de la franchise, c'est que ça soit gagnant-gagnant. Il n'y a pas un parti qui est gagnant si l'autre ne l'est pas. Si mon franchisé gagne pas de l'argent, si mon partenaire ne gagne pas d'argent, bah, naturellement, il va fermer. Moi, je perds mes redevances. Enfin, tu sais, c'est un équilibre qui va se créer, mais c'est nécessairement gagnant-gagnant. Tu le mets un petit peu en avant sur tes réseaux sociaux. Je rappelle, Charles CTR, si vous voulez aller suivre Charles, il met un petit peu au quotidien toutes les galères que vous pouvez avoir, toutes les anecdotes, etc. C'est hyper intéressant. Tu mets souvent des petites scènes de recrutement ou des scènes avec des clients, etc. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu gères avec ton cofondateur, Tom, l'entièreté des recrutements? Est-ce que vous déléguez sur ça? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un process de recrutement? Ouais, alors, il y a un process et on délègue. On délègue, moi j'adore faire ça, donc dès que je peux le faire et que je suis là, je le fais aussi. Autrement, c'est le superviseur, donc Jérémy, qui est chez nous, qui gère les 2 magasins à Montpellier, qui reçoit les CV, qui les appelle, il fait un premier entretien à distance, premier tri avec les CV, et ensuite c'est entretien visio ou physique, puis c'est une journée de découverte, un service découverte, en binôme, où la personne, en fait, nous notre recrutement, la vision du recrutement, c'est que c'est pas que nous qui recrutons, c'est on va faire un contrat mais ensemble. On veut que la personne elle se projette avec nous. C'est-à-dire qu'on veut qu'elle ait tous les éléments. C'est facile pour nous de dire oui ou non. Mais nous ce qu'on veut c'est que la personne elle dise oui et qu'on sache qu'elle va rester à minima 1 an avec nous. Sinon c'est un échec. Donc on propose de découvrir, on lui laisse poser plein de questions, on lui laisse poser tout voir avec nous en cuisine etc. Et si elle se projette, on dit nous c'est ok, est-ce que toi c'est ok? Si c'est le cas, on procède au recrutement. Ouais, je pense que, et ça c'est important de le dire aux jeunes qui vont regarder et qui cherchent du travail, qui cherchent des alternances aussi, parce que c'est un peu le cas. Quand on reçoit des jeunes en entretien, et je pense que tu pourras confirmer, mais l'idée c'est que la personne en face de nous soit curieuse et se soit renseignée sur l'endroit où elle vient postuler. Je pense que… Clairement. Ouais, on est d'accord. C'est une de mes questions, est-ce que tu t'es renseigné sur l'entreprise? Si c'est un non honnête, j'ai eu l'opportunité hier et que je sens qu'il y a honnêteté. Bon, ok. Tu peux creuser un petit peu, ouais. Ouais, mais sinon, c'est oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu as retenu? Ok, qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce qu'on fait comme nourriture? Qu'est-ce que tu as aimé? Et dès que tu fais des recherches, en fait, c'est ça qui te différencie de tous les autres candidats. Chaque recherche va faire en sorte que tu te différencies de tous ceux qui en feront pas. Si tu te renseignes sur l'entreprise, tu vas sur le site internet,
Tu vas regarder les avis Google, les bons et les moins bons, pour voir un peu les objections. Ouais, tu as fait un petit peu l'état des lieux de l'endroit où tu postules en fait. Et tu vas regarder la page Instagram, tu regardes un peu les commentaires, ça te prend une demi-heure, grand max. Tu arrives, tu es dans le 1% des candidats. Et tu as des petites anecdotes justement de recrutement sur anecdotes plutôt connotation négative ou plutôt positive que tu peux nous raconter ou pas? Parce que je pense que tu en vois passer quand même un petit peu. Bah, les positives, ça va être toutes les évolutions internes. Voilà, Puis moi, j'essaie de mettre une bonne ambiance, on va faire des foot, des paintball. Enfin, Ouais. mes salariés, c'est ce que je vois le plus, donc c'est presque mes collègues. Et les négatives, bah, c'est qu'un moi, j'ai pas le choix que de prendre des décisions qui sont pas agréables, c'est-à-dire couper les périodes d'essai, mettre des avertissements, engager des procédures pour licencier des personnes. Malheureusement, voilà, j'essaie de mettre du positif, du bon et du moins bon dans les vidéos, mais il y a des cas de figure. Par exemple, aujourd'hui, qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? L'année dernière, je prends un candidat en alternante, je le recrute. Dans son premier mois, j'ai 4 à 5 retards, mais ce n'est pas des retards de quelques minutes, c'est des retards de 5-10, une fois une demi-heure, et 3 absences, dont 2 injustifiées dans le premier mois. Après plusieurs entretiens, pas de réaction, à la dernière absence, je coupe la période d'essai. Il revient me voir pour sa deuxième année parce qu'il n'a pas trouvé d'alternance entre-temps. J'ai dit, bah, vas-y, tu sais quoi, on refait un service d'essai. Il arrive en retard à l'entretien d'essai. J'ai dit, bah, c'est bon. Il arrive à 11h35, j'ai dit, bah, tu peux rentrer direct. Donc il y a des moments qui ne sont pas agréables. Parce que pour nous, en tant que patron, c'est indispensable. Moi, sur les 3 magasins, j'ai 40 personnes. Bien sûr. S'il y a 40 personnes, tu tolères des écarts qui font 10, 15, 20 minutes de retard, etc. C'est impossible. Puis j'aimerais qu'on le rappelle, mais c'est important parce qu'il ne faut pas penser que les personnes qui travaillent dans ce domaine-là sont des personnes méchantes ou autres. Quand tu fais ça, c'est aussi pour le bien de la personne qui arrive en retard en face de toi, parce que pour la marquer peut-être. Puis on est dans un travail, on en parlait aussi, mais de centimier. C'est-à-dire que les minutes que la personne perd, c'est de l'argent que la franchise et le magasin perd. On en reparlera un petit peu tout à l'heure, mais pareil sur les ingrédients, je pense qu'il y a des marges à respecter. Et pour ceux qui ont déjà travaillé dans la restauration, peut-être que vous le savez, mais il y a des marges à respecter sur les ingrédients. Et du coup, effectivement, faut faire attention. Ça fait partie des process, j'imagine. Exactement. Tu fais bien de le dire parce que souvent, moi, quand je dis ça, que je dis que je coupe des périodes d'essai, que je dis qu'il faut faire attention, la grande majorité des gens, ils vont le prendre pour eux. Donc, le prenez pas pour vous. C'est-à-dire que c'est possible d'avoir de retard. C'est normal, tu as un problème, etc. Ça peut arriver. Mais dans une organisation, si ton patron, il est… En fait, le rôle du patron, c'est de faire en sorte que son équipe, elle soit exemplaire, mais pour tout le monde. Et donc, on va juger la bonne qualité du patron à sa relation avec les employés les plus délicats, les plus difficiles. Et ça, vous le verrez dans même les profs. Dans ta classe, si ta prof, elle est trop gentille avec le mec qui fait le bazar au fond, etc., ben, elle n'a pas d'autorité. Donc nous, les éléments qui montrent pas l'exemple, qui montrent le contre-exemple, on est nécessairement obligé d'être beaucoup plus dur avec eux. Mais c'est au bénéfice de tous les autres. Et ça prend du temps à conscientiser. Mais en réalité, quand tu as une équipe et que dans ton équipe, tu n'as que des numéros 10, tout le monde est content. Ça nous est tous arrivé. Tu arrives, tu as 4 ou 5 collègues, tu vois que c'est tous des tueurs, tu es trop content. Tu arrives, tu as le gars qui va rien faire en cuisine, qui va rester sur ton téléphone et tu vas aller devoir compenser pour lui. Tu es content que le patron vienne, il dit bon, mets-toi au travail, etc. Voilà. Justement, pour te mettre un petit peu, là on clôturera sur ce sujet-là, mais est-ce qu'il y a des fois où tu vas crier et dans ta tête tu te dis bon c'était nécessaire, mais tu regrettes, mais des fois tu te poses la question pour que les gens sachent aussi que cette position-là elle n'est pas facile, je pense, et psychologiquement en fait c'est pas un plaisir pour toi d'aller recadrer quelqu'un. Ah, c'est tout l'inverse, exactement. Ouais. Moi, quand j'y vais, ça me met pas bien. Je crie jamais. Il n'y a pas nécessairement besoin ni de crier, ni de mettre des mots insultants, etc. Mais c'est de manière très amicale et très cordiale de dire voilà, il y a un certain nombre de choses à respecter. Si c'est pas fait, on engage Mais ça s'est toujours très bien passé. Même les fois où j'ai coupé des contrats et où on a engagé des procédures donc avec des lettres d'avertissement, ça s'est toujours passé de manière très honnête et très cordiale. Écoute, là je suis pas satisfait, tu es en dessous du niveau et tu le vois, je te l'ai dit à plusieurs reprises, maintenant moi j'engage une procédure pour manquement professionnel, donc tu vas recevoir des lettres. Et moi c'est pas agréable. Ouais, c'est jamais agréable. C'est désagréable. Et on parle un petit peu des jeunes là justement. Toi, dans l'idée, on est revenu un petit peu sur ton parcours, donc quand même parcours, on va dire, académique, ingénieur, etc. Tu as fait quoi, 5 ans d'études? J'ai fait 6 ans. 6 ans, donc voilà, donc gros parcours académique. Si aujourd'hui, tu devais peut-être donner un conseil à ton toi de 18 ans, tu lui dirais quoi? C'est une bonne question. C'est un peu facile avec le trajet parcouru, mais je dirais
Passer à l'action un petit peu plus tôt. J'ai commencé mes vrais premiers passages à l'action véritablement une fois que j'ai eu mon diplôme en fait. Je suis allé au bout de l'école et là où vraiment j'ai commencé à vraiment porter mon courage à deux mains. C'est quand j'ai changé de secteur et je suis allé en grande distrie. Sans expérience, sans rien, aller faire des journées terrain sur mes jours de repos. J'allais dans les supermarchés, j'allais tôt le matin pour apprendre le métier. Donc ça a payé, mais bon voilà, fais-le plus tôt. Fais-le plus tôt parce que tu auras juste des résultats plus tôt et tu gagneras du temps. Ouais, et peut-être que tu n'as pas perdu du temps, mais à un moment donné, on perd jamais de temps en réalité. Mais peut-être qu'à un moment donné, effectivement, tu te serais lancé plus tôt, ça aurait été le même résultat, quoi. Oui, j'aurais appris plus vite. Ouais, tu perds pas du temps, mais tu apprends moins vite. Oui, parce que tu apprends sur le tas. Oui, exactement. Donc effectivement, on revient à un sujet un petit peu plus gai. On l'a dit tout à l'heure, vous êtes sur une franchise qui est vraiment innovante. Donc voilà, il n'y a pas aujourd'hui de fast-food qui fait de la nourriture qui vient de Grèce et surtout voilà, de la street food, on peut appeler ça comme ça. Hein. Et nous, on aurait aimé faire un jeu avec toi, c'est tu franchiserais ou pas. Donc on te donne des idées de franchise et tu nous dis si tu y vas ou si tu y vas pas, si on te la propose demain. Première, c'est un fast-food 100% insectes. Je franchise pas. Ok. Non, j'aime pas trop les concepts 100%, 100% vegan, 100%, etc. À la limite, qui inclut donc un peu de tout dont les insectes, oui, mais 100% non. Ça exclut trop de monde. On a des bars à débat politique. Non, je franchise pas. J'allais dire que je franchiserais, mais non, je pense que c'est trop porté par l'humain, localement, et pas assez par les processus ou une image de marque pour que ça soit franchisable et on sort un peu du contexte. Un spa pour animaux de compagnie. Celle-ci était pas mal. Oui, l'idée est bonne. Celle-ci, l'idée est bonne. Je pense qu'on peut largement imaginer un complexe un peu premium avec plein de services, plein de gammes, etc. Ou non, ça, pour le coup, j'y vais, je franchise. Une boutique pour louer des amis. Il faut louer des amis, c'est rigolo ça. Délicat, ouais. Boutique, peut-être application ou plateforme. Boutique un peu délicat, Puis le dernier, c'est un bar à sieste pour les gros dormeurs après la pause du midi. Si vous voulez vous faire une petite sieste, est-ce que tu franchises ou pas? Ouais, ça doit pouvoir se faire. Je pense que l'idée n'est pas absurde. Après, maintenant, il faut aller chercher du chiffre d'affaires complémentaire. Tu n'as pas une grosse rotation, tu ne dois pas avoir un panier moyen super élevé. Donc l'emplacement, il va où, etc. Je me pose plein de questions déjà très opérationnelles. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Charles, il réfléchit direct business. Vous avez vu Ouais, c'est au regard du CA possible, tu dois pouvoir imaginer quelque chose qui se franchise. Aujourd'hui, toi, tu as un business qui est quand même assez rentable. Vous arrivez à ouvrir des restaurants, mais on le disait tout à l'heure, c'est un métier de centimier. Est-ce que tu peux nous dire la conséquence que ça peut avoir mensuellement ou annuellement, par exemple, si on met, je sais pas moi, trop de poulet, trop de garniture dans la pita par exemple? On va faire l'exercice. Ouais. Je vais sortir mon téléphone et la calculette. Ça va vite, hein. Ouais. Ça va vite. Mais je fais souvent cet exercice avec les équipes. Et c'est bien, alors c'est bien pour sensibiliser les équipes pour la marge. Donc nous, on a des primo-résultats pour faire en sorte que tout le monde arrive au niveau de marge. Mais ça va super vite. Sur une spatule, moi quand je mets par exemple 3 petits bouts de poulet, c'est 15 grammes, c'est entre 10 et 15 grammes, on va dire 10 grammes. Moi je l'achète 6,50 €, déjà c'est pas cher parce que j'ai négocié un bon prix avec d'autres enseignes, etc. Mais je vais prendre 10 grammes à 6,50 €, ça me fait 6 centimes. Mais si je fais ça sur toutes mes pitas, et j'en fais 100 par jour par magasin. À Bordeaux c'est plus de 100 par jour. Okay. Mais on va le prendre sur un magasin où j'en fais 100 par jour. Ça me fait 6 € par jour. À l'année, ça me fait 2300 €. C'est énorme. C'est une référence. Et c'est pas la plus chère. Hein. C'est de loin pas la plus chère. Le bœuf, je suis à 14,50 parce qu'en ce moment, c'est un peu plus cher, il y a des problèmes. Mais tu fais ça sur plusieurs références, ça va trop vite. En fait, tu peux perdre 10 000 € si tu formes pas tes équipes. Est-ce que tu arrives justement à l'expliquer à tes équipes ça? Ou c'est dur à entendre pour eux? Bah, c'est pas évident, parce que c'est pas leur argent. Donc moi, j'ai des primo-résultats. Après, c'est du quotidien. C'est juste enlever une épine du pied, même pour les équipes. C'est respecter, je mets ce qu'il faut. Et je me pose pas plus de questions. Je mets la dose qui a été calculée pour la marge et pour la qualité du client aussi. Parce que parfois, si on met trop de produits, ça déséquilibre le goût. Donc nous, c'est on a calculé pour que c'est un bon niveau entre rentabilité et goût. Est-ce qu'à un moment donné, dans ton parcours, que ça soit entrepreneurial ou personnel, tu as rencontré des moments où tu as pris des claques dans la tête, où tu t'es dit, là c'est dur. Bon, en tant qu'entrepreneur, je pense qu'on se relève toujours. Enfin, on essaie de toujours se relever. Mais est-ce qu'il y a des moments où vraiment tu as pris des grosses claques et où ça a été dur? Ouais. C'est rigolo parce que il y en a un avant l'entrepreneuriat et un pendant. C'était pendant mon école d'ingénieur. Alors déjà, j'aimais pas du tout.
Franchement, je faisais une école, un programme plein pour qui c'est le cas. Je détestais vraiment. Et j'étais en train de me faire virer en fait. J'ai pas mis du mien, donc ça a été viré temporairement. Donc moi, ça m'a généré des coûts de scolarité supplémentaires. Donc j'ai dû emprunter de l'argent en plus. D'accord. Simultanément, j'étais chez moi, chez mes parents. Ma mère, elle était pas bien, donc j'étais seul avec mon père. J'allais à l'usine de 5h à 17h parce que fallait que je paye. C'était un enfer. Et je savais pas si j'allais me faire virer à ce moment-là. Et très mauvais souvenir. Très mauvais souvenir. Et donc là, je passe de président du bureau des élèves à faire des stages dans des grosses sociétés, etc., à bloquer, à rester à attendre mon sort. Et si je me fais virer, je repars de zéro, quoi. Oh là, sachant que je me suis endetté en plus. Bon, ce moment n'était pas facile, mais derrière, ça m'a servi d'expérience. Et après, le deuxième gros moment un peu difficile, pendant l'entreprise, ici, l'ouverture de deuxième, c'est à 1,2 km du premier. Ouais. Donc, on a perdu 100 000 € de livraison sur le premier, au bénéfice du deuxième. D'accord. Et donc, ça avait fait un gros appel d'air. Donc, on a connu un mois d'explosion à l'autre. Ça a un peu diminué la dynamique. Et ici, ça a eu des débuts un peu délicats. Donc, c'est l'une des premières fois où on a un peu douté. Mais derrière, quelques mois après, ça a re-explosé. Et quand tu doutes comme ça, est-ce qu'il y a des personnes vers qui tu te tournes? Est-ce que ton associé, Tom, est là aussi et il doute avec toi et vous êtes tous les deux en train de galérer? Ou enfin, comment ça se passe? Qu'est-ce que tu fais toi dans ta vie pour repartir de l'avant? Déjà, quand j'ai un doute, je vais courir. Je vais faire du sport. Non, mais c'est vrai, naturellement, tu as un doute, tu as un problème, tu vas courir, ça remet l'église au milieu du village. Et ensuite, moi, je me concentre toujours sur l'objectif. Je regarde toujours un peu comment on fait les collègues, comment on fait les voisins, etc. Et je vois qu'on était quand même dans un rythme d'ouverture qui était avancé, au-dessus de la moyenne. Donc, on s'est dit, bon, allez, c'est pas grave, au pire, on ralentit un peu, on revoit dans la moyenne, mais on a quand même des belles perspectives. Et ensuite, l'intérêt d'être à deux, avec un ami, c'est que, en fait, tu te complètes toujours. En fait, si ton ami et ton associé ils commencent à avoir des doutes, toi tu adoptes naturellement une position pour le rassurer. C'est très rare où on a été tous les deux en train de se dire c'est chaud là. Ouais. Toujours on a dit non t'inquiète, en fait naturellement c'est qui. Donc ça a été un gros intérêt. Je pense que seul ça aurait été plus dur. Mais à deux on se complète. Ok, hyper intéressant parce que bon voilà, je pense qu'il y a plein de gens qui veulent se lancer, qui ont des idées, etc. Qui des fois se posent des questions pour les financements, pour l'argent, etc. Je pense que tu es quelqu'un de normal à la base, tu n'as pas eu d'argent de tes parents ou autre, tu as fait des crédits pour faire tes études, tu as économisé ton argent pour pouvoir ouvrir le premier restaurant ici et ça se développe. Mais c'est le fruit des efforts de plusieurs années en fait. Et ça, c'est important de le dire, je pense, parce que beaucoup de gens pensent peut-être des fois que c'est facile. Alors, sûrement que pour certaines personnes dans la vie, c'est facile, mais je pense que c'est pas le cas. Est-ce que c'est pas encore plus savoureux quand on a fait énormément d'efforts, quoi? Oui, clairement. Tout est savoureux. En vrai, toutes les étapes de l'entrepreneuriat, c'est trop bien. En fait, quand tu vois qu'à chaque étape, ça fonctionne, surtout quand tu as tout construit, tout économisé, que c'est pas tes darons qui t'ont donné 100 000 et que tu voyais que tu vivais déjà bien. Alors moi, je viens d'un milieu très correct. Mon père était artisan et ma mère était employée de rayon. Donc, ils avaient tous les deux un salaire niveau moyen. Voilà, on est au bon niveau. On allait à l'école, on faisait du sport. Enfin, tu vois, très correct. Et surtout d'un grand soutien, toujours présent. Tu fais le sport que tu veux, tu fais les études que tu veux. Mais effectivement, c'est une saveur particulière. On le voit, en fait, l'argent, ça endort. Si tu commences et que tu as trop d'argent, ça t'endort. Moi, le premier, tu m'aurais donné mes darons, ils m'auraient donné 500 000 € il y a 3 ans, j'aurais pas ouvert ma franchise. J'aurais pris probablement moins de risques. J'aurais ouvert un supermarché, étant moi-même franchisé, et j'aurais fait fructifier. Bien sûr. Mais là, le multiple est beaucoup plus gros. En fait, c'est high risk, high reward. Plus tu prends des gros risques, plus tu auras une grosse récompense. Comme dans les investissements. Tout est lié à… Effectivement, quand vous prenez beaucoup de risques, comme son nom l'indique, il y a beaucoup de choses qui peuvent mal se passer. En revanche, si ça se passe bien, le retour sur investissement est bien meilleur, quoi. Exactement. C'est l'idée. J'aimerais qu'on vienne aussi un petit peu sur un sujet, comme vous le savez, chez The Brain, on a un partenaire qui s'appelle Giftasso et lors de chaque émission, on crée des cartes à l'effigie de la personne qu'on interviewe. Donc aujourd'hui, ça sera des cartes à l'effigie de Charles, peut-être des cartes à l'effigie aussi de son restaurant. Et Charles a décidé de soutenir une association qui est basée à Marseille, qui est présidée par Sandra Zamperini, qui s'appelle Enfance Arc-en-Ciel et qui soutient les enfants atteints de cancer, qui met en place des événements, qui met en place du réconfort pour les familles, pour les parents. Charles a décidé, via sa franchise et via sa propre personne,
d'aller défendre cette cause-là. Pourquoi c'est une cause qui t'a touché, Charles, et pourquoi tu as décidé de défendre cette association-là? Qui ne serait pas touché déjà par cette cause? C'est d'une injustice absolue. Donc ouais, naturellement, quand j'ai pas d'enfants, mais moi quand je vois les enfants de mes frères, de mes sœurs, de mes voisins, etc., c'est trop dur d'imaginer des gens malades. Enfin, on a tous envie de les aider, donc naturellement, moi c'est naturellement que je me suis orienté vers ce choix, ce soutien. On le dit à chaque fois, mais les associations ont toutes des causes qui sont nobles. Aujourd'hui, l'idée c'est quand même de se dire que les enfants qui ont le cancer, comme tu l'as dit, qui sont atteints d'un cancer, qu'ils soient soignables ou pas d'ailleurs, mais c'est une inégalité incroyable parce que en fait, on devrait tous avoir la chance entre guillemets de pouvoir faire notre vie normalement. Donc l'idée c'est voilà, si vous pouvez soutenir en achetant une carte, ça coûte pas très cher et ça bénéficie à une cause qui est hyper noble. Voilà, c'est l'idée. On a une petite tradition aussi, Charles, sur The Brain, c'est de demander à notre invité de nous donner un nom ou de nous donner une entreprise qu'on pourrait aller voir et qui serait intéressée par le concept The Brain, par cet entretien-là. Tout à l'heure, par exemple, tu as cité Cédric O'Neill, je ne sais pas si tu le connais personnellement, chez Brix. Ça serait hyper intéressant d'aller chez lui parce que c'est pareil, un concept qui marche très fort. Donc je ne sais pas si tu as un nom à nous donner, peut-être que c'est lui, peut-être, je ne sais pas du tout. Je t'ai orienté peut-être, mais… Tu m'as bien orienté. Ouais. C'est un des patrons qui m'a le plus inspiré dans les dernières années et c'est grâce à lui que j'ai eu le déclic. Donc Cédric, moi j'écoute tous ses podcasts. Dès qu'il parle, dès qu'il fait un podcast, je l'écoute parce que il est archi inspirant. C'est un des rares qui vraiment, à chaque prise de parole, va te dire quelque chose de pertinent. Et il a une vision en fait. Bien sûr. Donc oui, je pense directement à Cédric O'Neill pour faire cet exercice. Ok, super. Bon, on espère qu'on aura la chance d'interviewer Cédric O'Neill. Effectivement, moi aussi, j'écoute pas mal de podcasts qu'il fait. Et effectivement, quelqu'un de très inspirant. Charles, écoute, on arrive au bout de l'interview et je te remercie encore une fois de nous avoir accueillis ici. Tu peux redonner l'adresse du restaurant et les adresses des restaurants pour les mettre en avant sans problème, si tu veux bien. C'est Jiraya, donc sur Instagram, c'est jiraya.fr. Ouais. On a 3 adresses, 2 à Montpellier, 1 à Bordeaux. On est présent sur toutes les plateformes de livraison, sur place à emporter. Et donc venez tester, il y en a pour tous les goûts, végé, vegan, halal, à composer, donc vous ne pouvez pas vous louper. Celle-ci, c'est Instagrammable, vous pouvez le prendre en photo, donc s'il y en a qui veulent créer du contenu. Et on est ouvert 7 sur 7. Et bientôt partout en France. Et ceux qui veulent un peu plus de renseignements sur la franchise, vous pouvez me suivre sur Instagram ou sur LinkedIn. Charles Couturier, Charles CTRR, ou sur LinkedIn, Charles Couturier. L'Instagram du restaurant met en avant le restaurant et Charles il met en avant l'aventure entrepreneuriale. Donc c'est 2 choses différentes. C'est hyper intéressant. Charles, merci beaucoup de nous avoir reçus chez toi à Montpellier. C'était un très bon entretien et je pense qu'il y en a beaucoup qui vont adorer entendre ce que tu as à nous dire. Si vous avez envie de postuler chez Jiraya, je pense que vous pouvez venir vous adresser. En plus, il vous a donné des petits tips. Et puis, n'hésitez pas pour The Brain, si vous avez des histoires inspirantes à nous raconter sur vos parcours, vous pouvez nous contacter. Il y a l'adresse mail qui s'affichera en haut de l'écran. N'hésitez pas à venir sur nos différents réseaux sociaux pour nous contacter. Voilà, on écoute tout le monde et on a envie de mettre le plus en lumière possible tous les parcours possibles. Donc, merci encore, Charles. Merci à toi pour l'invitation. Bon courage pour la suite. Je pense que ça va exploser. Merci.